Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur ce nouvel épisode du podcast de Senpai. L'invité de notre épisode est un éditeur mondialement connu que vous connaissez sûrement. Si je vous parle d'une alternative au logiciel de montage et retouche photo accessible à tous et qui permet de créer des designs en quelques clics, je pense que vous avez tous en tête le logiciel SaaS Canva. C'est un grand honneur que j'ai eu de recevoir Pierre Girardot, responsable France chez Canva, qui nous partage sur le podcast les dessous de cette success story tout droit venue d'Australie et qui s'est imposée comme un incontournable en quelques années. Une interview rare de cet éditeur assez discret dans les médias qui pourtant accompagne des millions d'utilisateurs à travers le monde. C'est donc avec une grande fierté que je vous propose cet épisode et qui j'espère vous plaira. Avant de vous laisser avec Pierre Girardot, si vous souhaitez nous soutenir, c'est très simple. Partagez ou parlez du podcast à votre entourage. Cela nous aidera grandement et nous motivera à vous proposer toujours plus de contenu. Sans plus tarder, je vous laisse avec mon interview de Pierre Girardot de la société Canva. Très bonne écoute sur le podcast de Senpai. Bonjour Pierre. Bonjour. Bienvenue sur le podcast de Senpai, Pierre. Je suis très heureux de te recevoir et de pouvoir échanger avec toi pendant ces prochaines minutes sur le sujet très intéressant sur lequel Canva est positionné. Je pense que tout le monde te connaît, en tout cas connaît ton entreprise déjà pour l'avoir utilisé ou avoir vu ça dans la presse. Mais est-ce que tu peux commencer par te présenter à la communauté et nous présenter un petit peu ce que fait Canva? Donc, je suis le responsable de Canva pour la France. Ça fait bientôt 4 ans que je travaille pour cette entreprise. Canva, c'est l'éditeur graphique accessible à tout le monde et simple d'utilisation que vous connaissez certainement, qui est aussi apprécié par tous les professionnels du web parce qu'ils ont des fonctionnalités qui leur simplifient la vie et leur fait gagner du temps. Mais voilà, en 2 lignes, ce qu'est Canva. D'accord, et Canva existe depuis combien de temps? Alors, c'est pas français. Alors non, c'est australien. L'idée de Canva est venue à la fondatrice, qui s'appelle Melanie Perkins. Elle est venue en 2007. Elle donnait des cours de design à des étudiants et elle leur apprenait à utiliser InDesign et Photoshop. Face à l'ampleur de la tâche d'amener des gens à être efficaces sur ce type de logiciel, elle s'est dit qu'il y avait peut-être une solution à trouver. Et elle a imaginé le concept d'un éditeur graphique simple et accessible à tout le monde. L'idée a fait son chemin. Elle a lancé un produit qui s'appelait Fusion Book. C'était des livres de l'année. Et en 2 ans, elle a conquis le marché australien. D'accord. Donc en 2010-2012, c'est ça, je crois? Ouais, c'est par là. Et ils ont voulu aller plus loin. Donc quand je dis ils, c'est Mélanie et son compagnon, Cliff Obrecht. Ils ont passé plusieurs mois dans la Silicon Valley à essayer de faire une levée des sous avec ce projet d'éditeur qui pouvait aller au-delà de simplement faire des livres de l'année. L'idée, c'était juste de pouvoir tout créer. En tout cas, c'est comme ça qu'ils l'ont vendu aux investisseurs. Ils ont récupéré 3 millions et en 2012, ils ont fondé Canva et ils ont lancé officiellement l'éditeur en août 2013. D'accord. Et à l'époque, quelles étaient les alternatives? Du coup, tu as cité la suite Adobe. Il n'y avait pas de concurrent direct sur ce marché à l'époque? Alors, à l'époque, il y avait Pixlr qui était pas mal, mais ils n'étaient pas encore très riches en matière de modèles et c'était quand même un petit peu. On voulait faire quelque chose d'encore plus simple que ça. Il y avait PicMonkey aussi, mais voilà, c'était à peu près les deux. Et Photor. J'avais oublié Photor. Mais voilà, c'était à peu D'accord. près les 3 acteurs, les trois concurrents sur le secteur des alternatives à Photoshop qui visaient le grand public. Et alors, du coup, Canva a été lancé aux États-Unis, c'est ça? Ou directement en Australie? Ça a été lancé sur tout le marché anglophone D'accord. et ce qu'ils appellent les Five Eyes, donc l'Australie, les États-Unis, l'Angleterre, la Nouvelle-Zélande. Peut-être que j'en oublie un. Mais voilà, c'était lancé en anglais et il a fallu plusieurs années. Alors, c'est l'année d'après qu'ils se sont dit, tiens, si on lançait le produit en 100 langues. Et ils ont réussi. Ça leur a pris 1 année, mais Canva était disponible en 100 langues.
Et du coup, à son lancement, ça a rencontré son succès? Le marché a été au rendez-vous ou ils sont restés un peu réfractaires Non, sur ça a marché très vite, très bien. Pourquoi est-ce que ça a marché aussi vite? Pourquoi est-ce que Photor, Pixlr, ces concurrents-là finalement se sont laissés distancer un moment? Je sais pas. Je pense, enfin, j'ai ma petite idée. Je pense que c'est le fait Mmh. qu'on est parti directement sur la création de templates créés par des designers qui pouvaient être personnalisés. C'est-à-dire que dès le début, quelqu'un qui est arrivé sur Canva était un peu pris par la main. Et c'est pas, il commençait pas avec une feuille blanche, il commençait direct avec ah bah tiens, des morceaux de modèles qu'on avait créés pour lui. Ce qui faisait que la courbe d'apprentissage était beaucoup plus rapide avec Canva qu'avec d'autres logiciels. Et je pense que c'est la raison du succès. Ouais, c'est un peu la secret sauce de ce Canva que vous avez d'ailleurs toujours aujourd'hui et que vous avez démultiplié par rapport aux besoins aujourd'hui. C'est ça, C'est vrai que ouais. nous, on utilise chez Senpai Canva pour faire un aveu. Et c'est vrai que ben, il n'y a pas besoin de connaître Photoshop ou même de savoir gérer des filtres, des calques, pouvoir faire quelque chose de quali sur Canva. Et donc, pour continuer la petite histoire, donc lancement en 2013, et une année après, ils ont ouvert un autre bureau à Manille. On s'est rendu compte très vite que l'aspect service client et pouvoir créer massivement une grande quantité de modèles, c'était un facteur clé pour notre croissance. Et les activités de Canva se sont réparties entre Manille et Sydney. Donc toute la partie développement qui est toujours d'ailleurs à Sydney, et la partie marketing et support client et design qui est à Manille. Ok, très clair. Et donc en 2017, Canva est devenu a réalisé ses premiers profits et ça n'a pas arrêté depuis. Très bien, oui, effectivement, il y a eu quand même pas mal de choses. Vous avez notamment fait une grosse levée de fonds, là, il me semble, avoir vu dans la presse milieu de l'année, en plein milieu du Covid. C'est vrai que là jusque-là, j'ai mentionné que c'était un outil gratuit, mais bon, pour dégager des revenus, il faut quand même. Il y a justement cette version Canva Pro qui dégage la majorité des revenus de Canva. Donc, très rapidement, en 2014, on a lancé Canva Pro. Il y a un système d'abonnement, c'est par mois et par utilisateur. Donc, c'est ça qui a D'accord. permis à Canva de commencer à faire des profits. Et voilà, il y a d'autres produits qui se sont greffés depuis le lancement de notre service d'impression en ligne. Ça a été lancé en 2017. Et chaque année, on rajoute des nouveaux produits. Par exemple, là, depuis l'année dernière, vous pouvez faire des t-shirts, imprimer des t-shirts avec Canva. Je pense que l'autre événement marquant pour Canva, ça a été le lancement en Chine. Ça a pris D'accord. du temps, mais voilà, il y a une entité de Canva en Chine qui nous donne accès à ce marché énorme. Super ça. Et du coup, c'est combien de pays aujourd'hui? Je sais pas si tu l'as dit, Canva, vous êtes. On est partout dans le monde, ouais. Ouais, 193 pays et il y a 35 millions d'utilisateurs actifs. Donc mensuel. Donc, D'accord. au moins une fois par mois, il y a 35 millions de personnes qui vont sur Canva et ils font quelque chose avec. Voilà. C'est énorme en tout cas. On se rend pas compte vraiment de l'ampleur que ça a pris. Ça s'est pris assez vite finalement. Que là où il y avait des acteurs historiques avant, vous êtes arrivé avec une proposition plus accessible. Ouais. D'ailleurs, aujourd'hui, la typologie de client qui est sur Canva, qu'est-ce que c'est comme entreprise en fait aujourd'hui? Vous adressez des petits, des grands groupes aussi? Alors, il y a tout. On va dire essentiellement les petits. À la base, Canva, c'est un outil pour les individus. On ne s'est pas placé sur les entreprises et les grands groupes. Et le résultat, c'est qu'aujourd'hui, la majorité de nos utilisateurs sont des individus, sont des auto-entrepreneurs. Et en tout cas, pour la France, la porte d'entrée de Canva, sont les étudiants. Les étudiants et les gens qui ont besoin de réaliser leur CV. C'est c'est un truc spécifique à la France. Canva est un outil qui est associé à la création de CV. Alors, je ne savais pas pourquoi, j'ai regardé, en fait, la France, c'est un des rares pays où il n'y a pas d'alternative 100% gratuite pour créer un CV, alors que dans d'autres pays, c'est le cas. En France, la plupart des sites qui proposent la création de CV, à un moment ou un autre, il y a un petit truc à payer. Alors que Canva est 100% gratuit. Et c'est ça qui fait qu'en France, majorité de nos utilisateurs sont des étudiants ou des petits entrepreneurs. Ils constituent la majorité de nos utilisateurs gratuits, donc qui n'utilisent pas Canva Pro. Et après, on a les professionnels du web.
Les community managers, les web marketeurs, eux, ce sont des utilisateurs qui très tôt ont vu l'intérêt d'avoir Canva Pro, notamment pour un outil qui était le redimensionnement magique. D'ailleurs, qui est la seule raison pour laquelle, à l'époque, avant que Canva Pro s'enrichisse d'autres fonctionnalités, la seule raison pour laquelle les gens payaient pour Canva Pro, c'était pour avoir cet outil de redimensionnement qui mettait un... Et alors du coup, est-ce que tu peux préciser ce que c'est exactement pour... Le redimensionnement magique, c'est quand on a un clic, vous pouvez créer un design et le mettre au format bannière web, le format carré Instagram, le format rectangulaire Facebook. euh, D'accord. et c'est ça en une fois, quoi. Voilà, Très adapté aux usages d'aujourd'hui où tu as beaucoup de déclinaisons à faire quand tu es graphistes. c'est ça. Ok, c'est super intéressant. Et Pour les gros groupes, on a donc ça fait que depuis un an qu'on s'intéresse vraiment à eux. Jusque-là, si on était une grosse entreprise, on n'avait pas d'autre choix que d'utiliser Canva Pro et d'avoir beaucoup de comptes avec des limitations qui étaient quand même assez importantes, notamment le manque de contrôle sur un modèle. C'est-à-dire que si vous avez un modèle, bah, vous le partagez, sauf que les gens peuvent faire ce qu'ils veulent avec votre modèle et à la fin, vous ne savez pas ce qui va sortir comme design. Et donc, il y avait ces grosses entreprises, elles ont demandé à Canva de leur créer des fonctionnalités de contrôle. Et c'est pour ça qu'on a lancé Canva pour les entreprises. Ça fait 6 mois que ça existe. Et elle leur offre la possibilité d'avoir quelqu'un qui va valider les designs avant de les publier. Elle permet de créer des templates sur lesquels on peut bloquer certains éléments. Par exemple, vous dites, OK, sur ce template, le logo ne peut pas changer de place, le texte peut changer de contenu, mais pas la couleur ni la typographie. Voilà, ce genre d'éléments qui garantissent que toute leur communication sera alignée avec leur charte graphique. Voilà. ok, très clair. Donc pour synthétiser, en gros, vous avez 3 grosses offres. L'offre, on va dire, gratuite, la pro et l'entreprise, c'est ça? C'est ça, ouais. Il y a d'autres produits qui sont... c'est dur de les appeler des produits parce que c'est offert gratuitement. D'accord. On offre gratuitement Canva Pro à toutes les associations, loi 1900. Ça, c'est pour la France, mais toutes les associations du monde avec leurs statuts qui leur sont propres peuvent bénéficier de Canva Pro. Et on leur offre 10 utilisateurs de Canva Pro. Et il y a la version Canva pour enseignement, qui, elle, est offerte gratuitement à tous les enseignants du primaire et du secondaire et leurs élèves, qui a des fonctionnalités spécifiques dédiées à la classe, notamment par exemple la gestion d'activités en groupe où l'enseignant peut récupérer tous les designs de ses élèves, il peut configurer ses classes, il peut assigner des devoirs à certaines classes, faire les évaluations directement à partir de Canva. Donc voilà. Super intéressant. Ah, tu l'as peut-être un petit peu évoqué tout à l'heure, Pierre, et, donc Canva est un peu partout dans le monde. Quelles sont un peu les différences en fait entre les grands pays à la fois d'Europe et du monde vis-à-vis de la France? Est-ce que c'est un marché qui est assez proche ou est-ce qu'il y a quand même des choses qui sont vraiment différentes par rapport au reste du monde? Alors, ce qui est vraiment spécifique au marché français, c'est que si l'expérience n'est pas 100% francophone, il y a de la résistance. Avoir une interface en français, mais proposer des modèles en anglais, ça freine les gens. Alors que si vous êtes en Amérique du Sud, ils sont tellement exposés à l'anglais des États-Unis que pour eux, c'est OK. Ils peuvent s'accommoder de ça. Le marché de l'Inde aussi, avec l'anglais, ils sont OK. Voilà, il y a plein de pays qui sont OK avec avoir un petit peu d'anglais par-ci par-là au sein de l'éditeur, alors que les Français, c'est pas le cas du tout, et on mesure ça par l'engagement qu'un Français va avoir avec un modèle anglais. Il va toujours préférer le modèle français au modèle anglais. S'il n'a pas d'alternative comparée à un utilisateur d'un pays anglophone, eh bien, il va préférer ne pas utiliser ce template ou aller ou même abandonner, partir de Canva et être moins actif que de devoir travailler avec des modèles en anglais. D'accord, bon, super intéressant. Ouais. Et J'avais mentionné le fait que les CV étaient un des modèles, c'est le modèle le plus exporté sur Canva en France, et c'est unique. Il n'y a pas d'autres pays
pour lesquels les CV ont une telle popularité. D'accord. Ouais. Et le marché français vis-à-vis des autres pays aujourd'hui, il est positionné comment chez Canva? Est-ce que c'est un pays majeur dans le chiffre d'affaires de l'entreprise Par rapport aux pays européens, c'est un pays majeur. Par rapport au reste du monde, c'est un petit pays. Parce que entre les pays, une économie comparable, on va prendre l'Allemagne avec l'Angleterre. Ben, il y a 30 fois plus de revenus dégagés en Angleterre qu'en Allemagne. Enfin, tout ça pour dire que si on prend les pays anglophones et on prend aussi des pays tels que le Brésil, le Mexique, l'Inde et la Chine, la France, c'est pas grand-chose. Mais il faut aussi se dire que ça fait depuis pas très longtemps que on a commencé à créer cette expérience 100% francophone, qu'on a commencé à faire du marketing payant en France. Ça a commencé cette année. Avant, il y avait toute la stratégie de Canva, c'était le référencement qui nous a ramené nos utilisateurs. Mais voilà, sur la question de la France par rapport au reste du monde, non, c'est pas un gros pays. D'accord, très bien. Bah, on vous souhaite de vous développer en tout cas. Et c'est du coup combien de personnes la team française aujourd'hui? Alors aujourd'hui, c'est 3 personnes. L'année dernière, ça aurait été 10 et je ne sais pas combien de personnes l'année prochaine. C'est en fonction des projets. Et ce que j'avais mentionné, le fait que notre croissance était basée quasi à 100% sur le référencement naturel, ça explique beaucoup ça. On avait beaucoup de personnes à l'époque où le référencement sur Google était notre priorité. Donc des personnes qui dédiaient leur temps à l'obtention de backlinks pour nos pages. Aujourd'hui, les backlinks, c'est plus ça qui fait la différence. Et donc, l'équipe a été réduite. On a D'accord, aussi un très bien. blog. Donc, pareil, lancer un blog, ça veut dire des auteurs, ça veut dire une éditrice, ça veut dire une équipe derrière. Le blog a tellement pris d'avance par rapport aux autres pays aux autres pays européens que finalement le budget de l'équipe internationale a été reporté sur ces pays-là. Donc, pour le moment, le blog est en pause. Le jour où le blog repart, l'équipe française va se repeupler un peu, quoi. D'accord. Bah, tu l'as un petit peu évoqué là du coup. C'est quoi un peu les objectifs futurs de Canva là? On a l'impression que vous avez fait beaucoup de choses déjà, que vous répondez à quasiment tous les besoins qu'un utilisateur dans une entreprise a besoin de réaliser en termes de créa et de graphisme. Mais c'est quoi un peu les prochaines grosses étapes de Canva là? Il y en a beaucoup, les fondateurs aiment bien toujours dire qu'on n'a fait que 1% du boulot. Donc il y a de la marge. En gros, c'est ça l'idée. À chaque fois, il y a de la marge. Et à chaque fois, la mentalité, c'est aussi de se fixer des gros objectifs chaque saison. D'ailleurs, c'est la manière dont on fonctionne à Canva, on fonctionne en saison. Là maintenant, puis vu que c'est inversé les saisons, là on est au printemps là. On ne sent pas trop en France, mais on est au printemps et on s'est fixé des objectifs de malade, comme à chaque fois. Un des angles de développement qui va être privilégié au cours des prochaines saisons, c'est l'aspect collaboratif. De faire en sorte que Canva, qui est un outil qui est essentiellement centré sur les individus, devienne un outil qui soit parfaitement compatible avec un fonctionnement en équipe. Voilà, il y a des fonctionnalités qui sont en cours de développement et qui sortiront d'ici la fin de l'année, qui permettront justement ça. D'accord. Mais parce que c'est hallucinant, Canva, moi je suis abonné à la newsletter, il n'y a pas un mois où il ne se passe rien en fait. Ouais, c'est ça. Et quand vous êtes abonné, quand vous regardez le channel Slack sur toutes les sorties, c'est tous les 2 jours, il y a un nouveau truc qui sort, quoi. On a même mis en place des newsletters internes pour que les gens soient au courant de ce qui sort et quand et de ce qui est déjà sorti, parce que c'est dur de suivre. Surtout quand c'est autant des fonctions qui vont sur entreprise, sur la version pro, sur Canva pour éducation. Maintenant, on va aussi mettre l'accent sur Canva pour les ONG en proposant des templates spécifiques, des fonctionnalités spécifiques. Donc c'est dur de garder le fil de tout ce qui sort. Mais ouais, ça bouge très vite. Par rapport à disons que les fonctions que j'ai évoquées, tout ce qui est collaboration et toutes les fonctions de collaboration que j'ai évoquées ne seront pas forcément visibles aux utilisateurs gratuits. Si on devait parler de ce qui sera plus visible, il y a tout l'aspect vidéo. L'idée de rendre Canva compatible avec
la création de vidéos et de le rendre aussi simple qu'il est simple de créer des images avec Canva. Donc, attendez-vous à ce que la partie édition vidéo s'enrichisse progressivement de plus en plus de fonctionnalités. Tout à fait, parce qu'aujourd'hui, on peut animer un petit peu et exporter en MP4, mais c'est vrai qu'il y a marqué le petit côté bêta qui nous montre qu'il y a une petite direction que vous êtes en train de tester justement ces fonctionnalités et si les gens utilisent ce genre de choses. Et ben, on sera très curieux de suivre tout ça. Je mettrai un peu les informations en description du podcast justement pour s'abonner à la newsletter et ne rien rater. Et moi, je voulais profiter un petit peu que tu sois là aussi pour parler, peut-être reprendre un peu de hauteur par rapport à tout ça et de voir comment vous avez vécu un peu chez Canva la crise du Covid-19. Donc, comment vous avez vécu du coup cette période-là chez Canva en interne? Et est-ce que vous avez eu des répercussions côté client au niveau du business? Est-ce qu'il y a eu un impact? L'entreprise Assinei à Manille a très vite pris des précautions avant même que ce soit imposé par les autorités australiennes. Canva est passé en mode télétravail et l'est toujours. Il est optionnel pour les gens de revenir au boulot. Donc, la majorité des salariés à Canva restent chez eux et travaillent depuis chez eux. Donc, ça a été un changement assez radical. Ça a créé, ça a demandé de nouvelles habitudes. Avant, tous les vendredis, il y a cette réunion dans la salle du bas où tout le monde se réunit pour faire le point et ça se terminait une ambiance assez chaleureuse. Et là, maintenant, on fait ça avec Zoom. Donc, ça a changé. On appelle ça Avant, il y avait des global stand-up, donc tout le monde debout, et maintenant, c'est des global sit-down. Donc, tout le monde assis. On a pris ça avec humour. On a dû s'adapter on utilise Slack en interne, donc on a dû s'adapter à la quantité de channels Slack qui ont commencé à se créer. Et voilà, une nouvelle habitude de travail, donc ça s'est plutôt bien passé. Au niveau de ce qui est de la clientèle, on a mis en place des mesures pour faire en sorte que les difficultés financières qui ont pu affecter les personnes qui se retrouvent au chômage, qui perdent leur boulot, qu'elles aient aucun souci pour continuer à utiliser Canva Pro. On a offert jusqu'à 6 mois de Canva Pro à ces personnes-là, si la raison pour laquelle elles voulaient résilier leur abonnement était liée au coronavirus. En termes d'impact sur les clients, sur votre chiffre d'affaires, par exemple, est-ce que vous avez été vraiment impacté par ça? Alors, l'impact, s'il y a eu un impact, il était positif. C'est-à-dire que tous les outils, bon, je généralise un peu, mais j'imagine que les outils en ligne sont devenus des sortes Des sont devenus un passerelles, peu plus hein. indispensables qu'ils ne l'étaient, Mhm. à partir Oui, du moment où exactement. les gens commençaient à travailler depuis chez eux. Euh, pour parler que de la France, il semblerait que pendant le confinement, beaucoup de gens se sont mis à créer leur chaîne YouTube. Ils avaient des choses à dire. On peut mesurer ça par la quantité de bannières pour chaîne YouTube qui a été créée. Et ce qui a été encore plus significatif, ça a été Instagram. Il y a eu 5 fois plus de stories et de posts Instagram qui ont été créés sur Canva pendant le confinement. Et à partir du moment où le confinement a été levé, la baisse a commencé à s'amorcer pour un retour quasi à la normale. Donc c'est à peu près les deux choses significatives pour le marché français. Plus de chaînes YouTube et une grosse activité pour la production de design sur Instagram. Au niveau du monde, ça a été notamment dans les pays qui n'ont pas la chance d'avoir un système social qui couvre le chômage et qui permet aux gens d'être enfin, voilà, de travailler depuis chez eux non, bref. Et d'avoir ce que nous, on avait le chômage partiel, par exemple, ça nous a Voilà, permis de survivre pour ceux qui étaient en stand-by, quoi. ouais, exactement. C'était pas le Donc, cas partout, hein. voilà, par rapport au reste du monde, dans ces pays où il n'y a pas le chômage partiel, les gens avaient quasi la nécessité de créer leur activité en ligne, de monter des business. Et on a vu ça particulièrement en Amérique du Sud, où il y a encore des zones qui sont confinées. Le Mexique et le Brésil, par exemple, une production de design en relation avec la création d'e-commerce, la création de pages web, Facebook, la création
de design liés à la vente de produits. Ça a explosé et encore contrairement à la France où on peut se permettre de partir en vacances et arrêter de bosser quand c'est l'été, là-bas, il y a pas eu de creux d'activité pendant l'été, ce qui est exceptionnel. Normalement, il y a un petit creux au niveau de l'été là-bas aussi. Les gens prennent des vacances. Là-bas, la nécessité de dégager des revenus a fait que Canva est un outil qui leur a permis de faire tout leur matériel marketing gratuitement. Et, euh, et ce sont des pays qui ont été super actifs pendant cette crise du coronavirus. Et je pense qu'ils vont continuer à l'être aussi. Ok, super. Bah, merci pour ce témoignage. C'est toujours intéressant je pose souvent la question à mes invités pour savoir un peu chacun quels sont les dispositifs et les conséquences que ça a pu avoir sur leur business. Et bah, merci pour ton témoignage, Pierre. C'est très intéressant. Peut-être pour conclure notre petite interview, hein, on arrive un peu à la fin de ce podcast avec toi, Pierre. Quels sont un peu du coup, toi, tes objectifs sur la France pour cette année? Tu l'as mentionné dans le podcast, c'est assez récent finalement vis-à-vis de la vie de Canva, que vous soyez spécifiquement et dédié à la France. C'est quoi tes next steps pour les prochains mois et prochaines années du coup sur le pôle français? Alors, disons, ce qui a déjà été accompli, c'était de rendre le produit compatible avec le marché français et notre besoin d'avoir une expérience 100% francophone. Ce qui reste à faire, c'est dégager du revenu. Ce que j'ai évoqué, la comparaison entre l'Allemagne et l'Angleterre, eh ben, c'est à peu près pareil pour la France. Faire en sorte que nos produits qui peuvent intéresser les entreprises et les équipes soient de plus en plus acceptés et de rentrer de plus en plus dans les entreprises en fait. Donc la promotion de Canva pour entreprises qui jusque-là n'a jamais été faite. Les seules entreprises françaises qui aujourd'hui utilisent Canva pour entreprise y ont eu accès parce qu'ils étaient clients Canva Pro. Donc c'est que on va dire des leads inbound. Et un des objectifs pour moi, c'est de faire en sorte que des entreprises qui ne sont pas sur Canva puissent avoir connaissance de notre offre Canva pour entreprise. Un de mes autres objectifs est de populariser Canva pour l'enseignement auprès des collèges et lycées français. Et de renforcer l'équipe, j'imagine, est-ce que vous avez prévu du coup de recruter un petit peu pour la France Alors, vu les objectifs que j'ai mentionnés ici ne nécessitent pas d'avoir des ressources supplémentaires en termes de personnes. Donc, non, il n'y Donc a ça pas va de... être ton travail à toi alors. Ça va être mon travail à moi et les deux autres personnes qui m'aident là-dedans. Toutes les associations françaises, à un moment ou à un autre, si je fais bien mon boulot, vont avoir connaissance de notre offre gratuite Canva Pro qui leur est offert. C'est aussi un des objectifs pour moi cette saison. Eh ben écoute, on fera passer le message en tout cas, c'est pas le principal bassin d'audience qu'on a sur le podcast de Senpai, mais J'imagine. en tout cas, si on entend quelque chose, on les invitera à écouter ce podcast-là, c'est super intéressant en tout cas de voir depuis l'intérieur d'une entreprise comme Canva, que tout le monde connaît en tout cas, tout le monde connaît le logo, les couleurs, et la fondatrice qui est iconique quand même, mine de rien, c'est super intéressant de pouvoir parler avec toi et de voir ça de l'intérieur en tout cas, Pierre. Mm. Moi, si je voulais partager enfin, dire un petit conseil avec votre audience, ce que je retiendrai de la croissance de Canva et du fait que ils sont devenus très rapidement profitables. Enfin, je dis ils parce que j'y étais pas encore, mais c'est d'avoir misé à 100% sur le référencement naturel. Certes, ça prend du temps, mais sur le long terme, vous ne dépendez pas de Google, vous ne dépendez pas de Facebook, vous ne dépendez pas d'un budget pub. Et, Oui, et c'est ça, ça, tu veux dire par là, il n'y a pas une dépendance sur la publicité payante. exactement. Exactement. Et c'est ce qui a permis à Canva très tôt de pouvoir dégager du profit. Ça a été le levier majeur de la croissance de Canva. Eh ben écoute, le message est passé à la communauté. Travaillez votre organique, travaillez le référencement, voyez à long terme en gros. Et de payer c'est bien, mais c'est du court terme quoi. C'est ça. Eh ben top Pierre. Eh ben, peut-être pour conclure, le mot de la fin, comment est-ce qu'on peut te contacter? Est-ce que tu es sur les réseaux sociaux? Vous pouvez me contacter via LinkedIn. Ça reste le moyen le plus simple. Tu réponds et tu acceptes les invitations. Oui.
Ouais. Parce que je pense que des gens te contacteront suite à ce podcast pour savoir un petit peu plus, parce que tu nous as un peu teasé et on sent qu'il y a des choses qui vont se passer dans les prochains mois. Et ben, il y a juste une façon pour être tenu au courant, c'est te contacter, s'inscrire à la newsletter, s'abonner aux réseaux sociaux, j'imagine, pour voir être tenu informé des nouvelles fonctionnalités qui vont arriver, qui arrivent très souvent, hein. Tous les mois, il y en a. Donc, on peut Exactement. qu'inviter l'audience à vous suivre sur les réseaux. Voilà, on a créé une page francophone sur Facebook et sur Instagram. Voilà, même si vous lisez pas l'anglais, au moins si vous allez sur Facebook et vous tapez Canva France, vous nous trouverez. Ok, super. Bah écoute, je me permettrai de les mettre aussi dans la description du podcast, comme ça les gens ont qu'à cliquer et ils s'abonneront directement. Et bah écoute, Pierre, je te remercie beaucoup pour ton temps. C'était très instructif et très intéressant de voir de l'intérieur d'une entreprise comme Comva, comment vous fonctionnez et quelles sont un peu votre histoire et votre futur. Et je te remercie encore une fois d'avoir accordé du temps à l'audience. Bah, merci à toi, merci de m'avoir invité. Très bonne continuation, Pierre. Merci.